pas pour aller se projeter en Amérique du Nord. Et nous le faisons dans suffisamment de domaines. Nous pouvons offrir des services de santé de qualité. Nous pouvons offrir un enseignement qui ne soit pas réduit à simplement 80% des enseignements qui n'ont aucun débouché, mais faire de notre école supérieure polytechnique, de l'université, des facs de sciences techniques de Dakar, de l'école supérieure multinationale de télécommunications, à partir de là, créer un réseau d'écoles dans les domaines des TIC qui permettent d'offrir, d'attirer les gens de la sous-région, mais aussi de former suffisamment d'ingénieurs pour pouvoir offrir, comme le fait l'Inde, à l'Allemagne, au Canada, à d'autres pays, même à partir du télétravail, une compétences et des matières grises qui soient ici et qui rapportent des devises au pays. Où irions-nous chercher les financements? Dans des créations de taxes nouvelles, dans des réajustements de taxes déjà existantes, ou en allant mettre à contribution les plus riches? Déjà, vous voyez bien que la dette du Sénégal est passée sous le règne du président Macky Sall de 2012 à 2020 de 2700 milliards à 9247 milliards, exactement au 31 décembre 2020. Ça veut dire que pour s'endetter, ils peuvent trouver les ressources. Mais plus de 3 ou 4 fois, ils ont fait recours à des eurobonds, très onéreux d'ailleurs. Ils se vantent souvent qu'ils ont des taux de financement, des taux d'intérêt de 5 et quelques pourcents, au moment où pratiquement dans beaucoup de pays on prête à taux zéro. Mais il peut y avoir des mécanismes innovants, nouveaux, extrêmement puissants qui permettent de mobiliser des ressources pour pouvoir faire des financements qui aident l'impact réel sur l'économie du pays. Encore une fois, ils ont en 2019, 2018, 2019, 2020, par 3 fois, ils ont fait des eurobonds de 1 milliard de dollars, 2 milliards de dollars, mais qui servent essentiellement à rembourser la dette. Et cette dette-là, elle est constituée par quoi? Elle est constituée d'infrastructures qui sont de véritables éléphants blancs qui ne rapportent rien. Ils ont pu trouver de l'argent pour réfectionner un building administratif à près de 40 milliards et construire en même temps, dans le même temps, des sphères ministérielles pour transférer les ministères du building administratif de Dakar vers Diamniadio. Alors justement, vous, en tant qu'homme politique, comment concevez-vous le fait qu'on soit dans un pays où, par exemple, par rapport à la santé, si le citoyen n'a pas d'argent, il n'est pas soigné. Même pour une perfusion, s'il n'a pas les moyens d'avancer, il ne sera pas soigné, il ne sera pas perfusé. S'il ne va pas chercher les médicaments, il ne sera pas soigné. Comment aujourd'hui, en 2021 au Sénégal, vous, en tant qu'homme politique, comment percevez-vous cette situation? Non seulement il n'arrive pas à se soigner, mais le citoyen sénégalais n'arrive plus à manger. Vous savez, on parle des pays comme la Tunisie. J'allais y venir à cette crise. Oui, donc, et c'est lié, hein, si on mange mal toute sa vie, on a une centrée, on a un pays qui est fait de gens, qui est peuplé de gens qui ont l'hypertension, etc., des maladies, disons, liées au stress et à la malbouffe, comme on dit. Oui, à la malbouffe. Et il se trouve que les deux régimes qui sont suivis de Wade et de Macky Sall ont très peu fait pour la santé. Vous imaginez, c'est vraiment récemment que Macky Sall a essayé d'inaugurer 2 ou 3 hôpitaux à l'intérieur du pays, après avoir construit un centre à Bidjouf à 45 milliards pour les besoins de conférences internationales, d'abord pour la francophonie de 2014, un centre qui rapporte rien. Vous imaginez mettre une infrastructure de 45 milliards qui rapporte rien en termes de recettes, qui n'est louée par personne, et simplement pour le plaisir de dire qu'on a un centre qui a pu abriter la conférence de francophonie de 2014 et pour enfoncer si je puis me dire, pour enfoncer davantage le Sénégal, ils ont dit, bon, puisque ça marche pas parce qu'on n'a pas un hôtel à côté. Ils sont endettés pour aller mettre à Diamniadio, à côté du centre Abidjouf, l'hôtel qui est exploité actuellement par Edison, dit que le prix c'est autour de 15 milliards. Les deux réunis ne rapportent rien au pays, même pas de quoi entretenir ces infrastructures, a fortiori rembourser les dettes. Et c'est pareil pour Dakar Arena. Vous voyez, chaque fois que vous passez, c'est pendant 2 ans, 3 ans, vous verrez que c'est fermé. Il n'y a pas de recette, rien, même pour entretenir.
encore moins pour payer les dettes. Mais à côté, ils n'ont pas été capables de mettre un seul hôpital d'envergure internationale, nationale, internationale. D'abord pour réduire les évacuations sanitaires qu'on fait pour une certaine partie de l'élite vers le Maroc, la Tunisie. On trouve de l'argent pour payer à grands frais de l'argent pour entretenir cette élite-là. Mais pour le citoyen lambda, dont c'est les ressources, il fait le tour des hôpitaux de Dakar, il n'arrive même pas à trouver souvent un lit, même après une opération programmée. Il n'y a pas. Et la Covid a permis de découvrir qu'en temps normal, on a à peu près 25 lits de réanimation, puisque quand il y a eu la troisième vague, c'est la directrice des établissements publics de santé qui a dit sur le radio de la place qu'en ce moment, on a 25 lits de réanimation qui sont occupés à pratiquement 98%, puisqu'il y en avait 23 qui étaient occupés, mais que dans 10 jours, on passera à 55. Vous vous imaginez, pour un État de 16 millions de population, d'habitants, 17 millions, et le président trouve à s'acheter des Maybach de 1 milliard. Le président français ne roule pas avec une voiture de 1 milliard. Les Allemands qui fabriquent Mercedes ne roulent pas, leur président, leur chancelier ne roule pas dans les Maybach. C'est une mentalité que je qualifie souvent, comme Ferdinand Oyono l'avait dit, de mentalité de vieux nègre de la médaille. Nous nous occupons de l'illusoire, du paraître, pendant que le pays s'écroule. Ce n'est pas propre au Sénégal, on le voit au Mali. Les gens sont en train de s'étriper pour de petits avantages autour de Bamako, pendant qu'ils sont incapables d'aller chasser les rebelles. Les colonels qui veulent montrer leurs compétences et leurs capacités, ce n'est pas en poussant un président ou en l'enfermant à Kati, c'est aller enfermer les rebelles là, aller les enfermer dans les grottes ou sous terre. C'est ça les compétences qu'ils devraient montrer. Mais c'est partout pareil. C'est terrible. Est-ce justement pour ces mêmes raisons que vous citez qu'à un moment donné, vous avez renoncé à un certain montant de votre salaire pour le diminuer de façon très conséquente, avec à l'esprit le fait de pouvoir privilégier cette somme au profit des citoyens? Naturellement, vous savez, si un directeur général d'une entreprise nationale ou d'une agence nationale sénégalaise se fait payer plus qu'un président européen, plus que le premier ministre israélien, c'est que carrément c'est de la rapine. C'est du racket. Il n'y a pas d'autre mot. C'est parce qu'on gère les comptes. Un décret, entre copains, on se sert. Un salaire qui peut quasiment sur 2 mois acheter une ambulance, alors que, ou construire une salle de classe par mois, alors que des jeunes sont dans des abris provisoires, ou sur 5 mois faire un forage pour des milliers de villageois qui en sont réduits à faire des kilomètres par jour pour chercher de l'eau. Sincèrement, entre nous, est-ce que vous pensez que ce geste a été utile? Oui, si, parce que de toute façon, d'abord, on doit avoir sa conscience claire. Est-ce que je pourrais continuer à me regarder dans un miroir ou à me regarder en pleine conscience en me disant que je fais partie des vautours qui ont bouffé le squelette de ces pauvres gens? D'abord, c'est pour soi-même. J'en reviens à la question fondamentale. Ce qu'on fait, on le fait d'abord pour soi-même. Ensuite, on le fait parce qu'il faut bien qu'on commence quelque part. Si on se dit, quand on était jeune, comme je dis, j'en reviens aux promesses de notre jeunesse, on se dit, mais nous, on ne ferait pas la même chose que les autres. Pourquoi on n'arrive pas à avoir des bourses décentes et qu'eux, ils roulent? Pourquoi on n'arrive pas à manger à notre faim et qu'eux, ils se tapent avec l'argent ils se payent des vacances en Europe pendant 1 mois. Le président Senghor, il était 1 mois en Europe avec notre avion, etc. Et nous, on était là à attendre qu'il daigne revenir. Alors, on se dit, est-ce que nous, on ferait la même chose? Mais répondre à la question, c'est répondre au niveau où on est. Comme dirait Martin Luther King, chacun là où il est. Le balayeur, il balaye à sa porte là, il balaye comme Mozart ferait la musique, ou comme Beethoven plutôt ferait de la musique, oui, ou comme Michel-Ange l'avait dit peigner. Et que demain on puisse témoigner qu'il a essayé de balayer comme personne n'a fait. Chacun doit faire là où il est ce qu'il peut faire de mieux pour que petit à petit, par ces petits gestes. Pensez-vous que si demain vous étiez au pouvoir, vous continueriez dans cette lancée? Oui, je crois fondamentalement, moi. Est-ce que vous inciteriez vos hommes à se comporter comme vous,
Est-ce que vous mettriez en place des solutions qui permettraient qu'ils s'y tiennent? Oui, je crois que, voyez-vous, on ne se refait pas. Moi, malgré tout ce qu'on peut dire sur Mandela, peut-être que ses choix politiques, ses successeurs, etc., n'ont pas été des plus heureux, il faut le reconnaître. Mais il y a chez l'homme une dimension quasiment prophétique. Ouais. Mais encore une fois, Thabo Mbeki, Cyril Ramaphosa, Jacob Zuma, tout ça, c'est son héritage. D'avoir pu... Mais quelqu'un qui a fait 27 ans de privation a cassé les pierres dans les prisons, qui aurait pu dire, qui était considéré comme un Dieu vivant, Oui. à qui on aurait pu pardonner ce qu'on pardonne à Jacob Zuma. Vous voyez bien qu'il y a des gens qui veulent mourir pour que Jacob Zuma n'aille pas en prison. Mais qui dit, 5 ans de président, c'est déjà trop pour moi. C'est là où on revient au mythe de Sisyphe, quoi. Oui. Il faut imaginer. Peut-être qu'il était plus heureux à casser la pierre pour une grande cause, mais que quand il était face à la réalité complexe du monde, il s'est dit, je n'ai pas tous les outils, je passe à un autre, j'essaie de faire ce que... Mais ce que je retiens de la leçon de Mandela, c'est qu'un homme qui a fait 27 ans de prison, 27 ans à casser des pierres, à dormir dans des trucs, avait le monde devant lui, toutes les merveilles du monde. L'Afrique du Sud est un très beau pays, hein? Et en plus, il était reçu Buckingham Palace, la Maison Blanche, partout dans le monde comme un Dieu vivant. Mais qui allait se faire tout petit dans son... On peut essayer de marcher sur ses pas. Je veux dire... Oui, justement, vous me faites penser à un Sankara a fait la même japonais chose. qui disait que... On doit pouvoir le faire. Avant de Sans connaître être l'état de d'esprit de quelqu'un, il faut pouvoir marcher dans ses chaussons. Donc vous envisagez réellement de marcher en tant qu'homme politique dans ce genre de chaussons et de pouvoir mettre à profit vos convictions pour le peuple sénégalais? Sinon, quel est le sens de Quand faire... vous avez pris cette décision de diminuer votre salaire, honnêtement, comment vous vous êtes senti intérieurement, psychologiquement? Comment a réagi votre épouse? Mais d'abord, je vais vous dire une chose. Quand l'une de mes sœurs a appris qu'on était payé comme ça, elle a crié au scandale. Donc déjà, autour de moi, je savais que je ne pouvais pas rester longtemps avec ce salaire parce que les gens me prendraient pour un prévaricateur ou un prédateur, simplement. Parce qu'il y a aussi une culture, voilà. Bon, déjà que cela choque votre sœur, ça démontre que Voilà. ce n'est pas surprenant que vous ayez pris cette décision. Oui. Il y a un bagage éducatif et... Voilà. La toute dernière, D'accord. elle se disait, bon. Mais en plus, je pense que ce n'était pas le plus difficile. Vous savez, le plus difficile, et même, c'est même pas difficile. Ce qui est difficile, c'est de faire ce à quoi on ne croit pas. C'est ça le plus difficile dans la vie. Si on est fait pour se remplir les poches, le plus difficile, c'est de ne pas se remplir les poches quand l'occasion se présente. Si on est fait pour dire que, bon, il y a quand même tant de misère autour de moi que je ne peux pas me boucher suffisamment les oreilles pour ne pas entendre les cris et ne pas voir la misère, le plus difficile, c'est d'essayer de fermer les yeux de sa conscience. Vous voyez, quand Hugo dit que Caïn était enterré sous 10 mètres sur terre et il voyait l'œil, c'est l'œil de sa conscience. Et le plus difficile, donc, c'était de dire à Macky Sall, oui, je suis d'accord avec votre proposition que ce que Timis a fait est propre, que ce que Total a fait est propre, que je peux l'accepter, que je peux, face à l'histoire et au peuple sénégalais demain, savoir que j'ai participé à faire spolier les richesses du Sénégal et à dormir tranquille. Ça, je n'aurais pas pu le faire. Mais je suis très heureux d'être parti du gouvernement. Ça, je veux dire, c'était le plus difficile, il était de rester. Le plus difficile, il était d'accepter de prendre l'argent du peuple. Vous n'avez pas répondu à une question essentielle quand vous avez pris cette décision. Vous en avez parlé avec votre épouse. Quelle a été sa réaction? Et ce qui m'intéresse en particulier, c'est la réaction de votre épouse, la réaction de votre père. Mon épouse est totalement d'accord avec moi sur ce fait. Elle va, et je pense qu'on partage beaucoup de valeurs, et je pense qu'elle aurait très honte si ça se disait qu'elle et moi, son époux, gagnaient autant d'argent vis-à-vis de son milieu. Vous savez, je vais vous dire, si j'ai pu rester dans cette maison-là pendant des années, je n'ai jamais déménagé de chez moi, me mettant ministre.
et habiter les beaux quartiers de Dakar et autres. Si j'ai pu le faire, c'est parce que je pense que quelque part ma famille et moi, nous partageons les mêmes appétits, les mêmes envies, les mêmes réflexes. Vous voyez? Oui. Puisque, et ça a été ma famille, notamment mon épouse, mes enfants, mes frères et sœurs, m'ont beaucoup aidé en ce sens qu'ils m'ont conforté chaque fois que je pouvais être confronté au doute. Et ça, c'est très utile, la famille, c'est essentiel. Les proches vous remettent sur sur les rails, même si vous- on n'est pas parfait. Des fois, on peut sortir Oui. du rang. Et justement, l'utilité des proches, c'est de pouvoir nous remettre sur les rails. Oui, je vais vous faire une anecdote. Je pense que c'était au mois d'août 2016, il y a eu un grand débat national, notamment à l'Est, à l'initiative du Premier ministre Abdoul Mbaye, qui était Premier ministre au moment où on signait les contrats de Timis, Oui. et qui avait dit... Qui a dit de très belles choses sur vous d'ailleurs, je crois. Oui, oui, tout à fait. Et qui avait dit qu'on m'a fait signer du faux en me faisant signer, en me présentant une note pour signer les décrets là, qui était truffée de contre-vérité et que je l'ai découvert seulement maintenant, en 2016. Et la signature était intervenue en 2012. Et ça avait suscité un grand débat avec aussi Ousmane Sonko qui avait sorti un livre. Et le jour où Abdoul Mbaye devait donc faire cette déclaration en disant que j'ai les papiers, on m'a fait signer du faux, etc., mon grand frère m'a fait venir le dimanche suivant chez lui. Et il était avec une de mes sœurs. Et il me dit, mais quand est-ce que tu vas démissionner? J'ai dit, comment ça? Quand est-ce que je vais démissionner? Ils disent, non. Mais Abdoul Mbaye, ce qu'il a dit, c'est du béton. Et toi, tu es ministre actuellement en charge de ce dossier, tu sais maintenant que tout a été arrangé de manière fallacieuse. Je dis, bon, mais je ne peux pas leur dire aussi où est-ce que j'en étais, tout ce que j'étais en train de faire pour justement réunir les informations nécessaires à ma bonne compréhension de l'ensemble des faits concernant ce dossier, pouvoir en tirer des conclusions, parce qu'il ne s'agit pas de réagir aussi de manière émotionnelle. Il s'agit en tant qu'homme d'État, de comprendre les responsabilités des uns et des autres pour pouvoir, comme je l'ai fait dans le livre, documenter de manière irréfutable. Et donc, le moment, je pense, n'était pas venu. Mais ils ont voulu que séance tenante, ou pratiquement au mois d'août 2016, je puisse partir du gouvernement. Je ne suis parti qu'au mois de mai 2017. Ça a eu près de 10 mois après. C'est pour dire le temps de la réflexion aussi. Oui, et le temps de voir venir certains événements qui me permettraient, moi, d'établir... Qui vous conforteraient dans vos décisions? Non, d'avoir des éléments solides sur la responsabilité des uns et des autres. Puisque moi, je ne savais pas à l'époque qu'il y avait un rapport d'IGE. J'étais à une position privilégiée pour servir de témoin d'Ama. Et ne sachant pas qu'il y avait... L'IGE avait déjà fait une enquête depuis 2012, enquête qui avait été mise sous la cloche. Je pouvais m'en fier qu'à mes intuitions, aux déclarations d'Abdoul Mbaye, mais lui sait ce qu'il a signé, ce qu'il n'a pas signé. Je veux bien le comprendre, la lettre de présentation du décret, mais je voulais plus. Et j'ai eu ce plus-là. Et si on lit le livre, on verra bien que je présente des éléments nouveaux, des informations, non seulement factuelles, documentées, mais des faits nouveaux. Parce que j'ai eu à m'asseoir avec des gens, tenir des réunions avec des gens qui permettent d'offrir ma part de lecture qui est très nette et très, je pense, documentée sur les responsabilités des uns et des autres dans l'affaire Timis. Ça, je n'aurais pas pu le faire si j'étais parti sur l'émotion ou parce que... Il fallait prendre le temps nécessaire pour accumuler tous les éléments qui vous permettaient de partir en connaissance de cause. Oui, je pense aussi que face à des gens qui veulent casser un pays ou se servir de notre système ou se servir de nos luttes passées, puisque Macky Sall est arrivé au pouvoir grâce aux luttes, des gens comme nous qui avons participé à fonder la paix, qui l'avons poussé jusqu'au pouvoir. Et c'est un jeu d'échecs. On ne peut pas quitter parce qu'on sent qu'il y a un problème sans savoir exactement la profondeur et la nature vraie du problème. C'est un jeu d'échecs. Parfois, bien sûr, on peut prendre des coups, mais on peut aussi, comme heureusement je suis le faire, remonter toute la trame de l'affaire et pouvoir aller jusqu'au bout. Thierno Alassane Sall, dites-nous franchement, est-ce que vous envisagez de vous présenter aux élections présidentielles prochaines?
2024, si j'ai bonne santé et si mes camarades de parti en conviennent absolument, oui, on travaille chaque jour pour cela. Puisqu'on pense que sur le landerneau politique, à une ou deux personnes près, avec qui on partage les valeurs et l'éthique, je pense qu'on a les outils et surtout l'amour profond du pays et les valeurs qu'il faut, les compétences qu'il faut pour diriger le pays. Il ne s'agit pas de slogans, de faire vivre le peuple, de servir au peuple les miroirs aux alouettes pour demain, le lendemain qui déchante. Il s'agit vraiment d'allier les compétences nécessaires, le savoir-faire nécessaire, les valeurs nécessaires pour pouvoir transformer ce pays. Oui, on se prépare très sérieusement. En tout cas, nous vous remercions d'avoir accepté cette entrevue. Nous vous souhaitons le meilleur pour la suite de votre parcours. L'opinion retiendra que vous êtes un homme qui connaît le temps, le ciel. Je fais allusion aux avions, à la météorologie, mais je fais aussi allusion aux valeurs que vous incarnez. Vous n'avez à ce niveau absolument rien à prouver à l'humanité, puisque le peuple sénégalais est conscient de ce que vous avez pu poser comme acte. Vous êtes un rebelle, on dirait, en politique, et un rebelle comme il n'en existe plus depuis fort longtemps. Merci beaucoup. Et nous vous souhaitons le meilleur. Nous aurons l'occasion de revenir vers vous. Vous allez rencontrer ma consoeur Mbacké Amath Diouf, qui aura à vous questionner sur des points précis de l'actualité sénégalaise qui intéressent l'opinion et particulièrement la jeunesse. Merci infiniment pour cette entrevue. C'est moi qui vous remercie de l'opportunité que m'offrez de m'exprimer et surtout ce sera avec beaucoup de plaisir que je poursuivrai cette série d'entretiens. Chers téléspectateurs de Matai FR TV, nous étions donc avec le ministre Thierno Alassane Sall qui a bien voulu nous recevoir pour cette entrevue dans l'émission Portrait. Monsieur le ministre, merci infiniment pour votre accueil. Nous vous souhaitons le meilleur pour la suite de votre parcours. On vous donne rendez-vous à la prochaine émission de Portrait sur Matai FR TV. À bientôt.